Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans Transformation Heroes. Imaginez, chaque jour, vous aidez des milliers de professionnels à mieux comprendre leurs clients. Vous éclairez leurs décisions, vous les challengez, vous les aidez à voir leur parcours autrement. C'est ça, la voix du client, un concept. Sauf qu'aujourd'hui, on a trouvé son incarnation. J'ai le plaisir d'accueillir Marine Deck, et si vous travaillez dans la CX, vous le savez, Marine, c'est un peu la voix des clients, mais en version humaine. Une voix qui explique, qui forme et qui inspire. Avec elle, on va revenir sur ce qu'elle construit, ce qui la pousse à entreprendre et comment elle imagine le futur de l'expérience client. Il va falloir que tu fasses preuve d'un extrême leadership pour aller te confronter au comité de direction et venir porter les sujets et porter finalement les comptes rendus qui ont été générés derrière par des outils. Tu as peu d'entreprises qui incentivent sur la satisfaction client et pas sur tous les corps de métier de l'entreprise. Donc ça, il y a une vraie stratégie à adopter et pour moi, tout le monde devrait être incentivé sur la satisfaction client. Merci beaucoup Marine d'avoir accepté notre invitation. Comment tu vas ? Ça va très bien et merci à vous pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, ça me fait d'autant plus plaisir que tu sois venu sur l'île pour tourner ce podcast. C'est la première fois. Qu'on parle un petit peu de toi, de ce que tu vois aussi dans l'industrie de la CX. Je pense que c'est des éléments qui intéressent beaucoup les experts qui regardent notre podcast. Si ça te va, on peut commencer déjà par t'introduire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu construis dans l'univers de la CX pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, ça fait 5 ans maintenant que je gravite dans cet écosystème. Je vais dire que de manière générale, je suis entrepreneur et donc entrepreneur dans l'expérience client. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Le Client, que j'ai le plaisir d'animer depuis 4 ans. C'est encore de la marge, mais il faut commencer quelque part. Et donc, ce podcast, il m'a permis d'être plus visible, d'accroître aussi mes connaissances sur l'expérience et la relation client. Et de fil en aiguille, j'ai tissé finalement tout un écosystème de produits et de services pour aider les entreprises à améliorer leur expérience client, que ça soit avec des contenus gratuits, le podcast, la chaîne YouTube, mais aussi avec des contenus payants, formation en ligne, accompagnement culture client, coaching. Et puis après, j'ai lancé là tout récemment une marketplace qui s'appelle CX Advisor, qui référence toutes les solutions tech de l'expérience et de la relation client. Donc tu vois, je me fais une constellation finalement de produits autour de l'expérience client. Et c'est génial. Enfin, pour le coup, je connais bien CX Advisor et je trouve que c'est l'endroit, si vous avez besoin de connaître ce qui se fait dans la CX, qui est juste hyper utile. Merci. Vu que tu connais bien la CX, je voulais savoir, pour toi, c'est quoi l'expérience client ? Est-ce que tu as une définition ? Est-ce que tu as une vision à toi de ce domaine ? Alors, je ne sais pas si c'est la mienne, mais en gros, ce que je dis à mes proches quand je travaille dans l'expérience client, ils me disent « Mais ok, mais c'est quoi ? C'est un buzzword ou un peu un bullshit word ?» C'est 2 lettres. Non, alors, pas du tout. Donc, l'expérience client, pour moi, c'est vraiment l'empreinte émotionnelle qui va rester après un achat, après une interaction. C'est au-delà du produit, au-delà du prix. C'est ce qui reste quand on a oublié tout ce qui s'était passé avant. Derrière ce grand concept, je dirais, cette phrase qui se dit c'est une illuminée, elle fait beaucoup trop de yoga, etc. En gros, l'expérience client, c'est une notion qui est ultra transversale et qui touche tous les points de contact de ton business. Ça va de comment je me rends à ta boutique, quel est le parcours sur ton site internet, quels sont les modes de paiement que tu mets en place, le packaging que tu vas proposer, etc. C'est vraiment la somme de tous ces ingrédients que tu mets dans ton expérience client. Est-ce que j'imagine au bout d'un moment, tu as découvert l'expérience client, les gens qui avaient derrière aussi. Est-ce que tu as eu un déclic au bout d'un moment où tu as décidé de parler publiquement de la CX, où tu t'es dit « Ah c'est ça que je veux faire ». Alors, à un moment est venu très rapidement quand même, parce que en gros, moi, si tu veux, mon déclic, donc la genèse de ma prise de parole sur les réseaux sociaux, c'est j'ai lancé une première boîte qui s'appelait Lou Gage. Oui. Je m'occupais des bagages retardés des compagnies aériennes. J'ai gagné la palme de la FRC en 2019 dans la catégorie Jeune Pousse avec cette entreprise qui s'est crashée 4 mois après avec le Covid. Donc, j'avais pas grand-chose à faire. J'étais en pleine remise en question personnelle, professionnelle. J'étais dans une santé mentale, une santé financière qui était extrêmement dégradée. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, à un moment, là, j'ai besoin d'un souffle et de reprendre de l'énergie positive. Et cette discipline de l'expérience client, elle m'appelait parce que je trouvais qu'elle était sous-représentée auprès des entrepreneurs.
on n'en parlait pas assez, on en parlait toujours de la même façon, toujours au même, et du coup, en fait, ça m'a saoulée, clairement. J'ai participé à quelques événements. En fait, le fait d'avoir gagné la PAM de la FRC, si tu veux, après, on te propose de participer à d'autres événements. Exactement. Ouais. Donc, déjà, je faisais partie des membres du jury de la session de l'année d'après. J'avais quand même participé, j'avais été invitée à quelques events, puis je me suis dit, putain, mais c'est fou, tous ces sujets. Moi, je les connaissais pas, si tu veux, j'étais entrepreneur, j'avais 2 alternantes, bien évidemment, un compte de résultats qui faisait une tronche pas possible. Enfin, non. J'imagine que la CX, là, c'était hyper important pour toi parce que tu allais travailler avec des gens qui sont physiquement là, qui ont perdu leur bagage. Et la CX, là-dedans, tu l'as découverte après avec la FRC ou en même temps avec la FRC? En fait, je l'ai découvert quasiment en même temps. Moi, quand j'ai signé mon contrat avec Air France et que mes interlocuteurs principaux, effectivement, c'était des personnes qui travaillaient dans l'expérience client, déjà, j'ai vu le pouvoir de l'expérience client sur une prise de décision. Quand je suis arrivée, j'ai dit, voilà, ça va vous coûter tant, ça va vous permettre ça. Ils m'ont parlé de NPS, machin. J'ai dit, c'est quoi ça? Mais tu sais, tu étais en mode start-up, tu dis, oui, tout à fait. Et tu comprends rien, tu es là sur ton téléphone, tu regardes NPS, c'est quoi? Et donc, j'ai découvert, en fait, tout cet écosystème. Et après, j'ai postulé au PAM de la FRC et les portes ont continué à s'ouvrir. Et je dirais qu'au bout de, 4-5 mois, déjà, tu fais 3 événements, tu as vu toujours les mêmes personnes. Oui, c'est une sphère qui est assez petite, quoi. Oui, elle est petite, elle est même sous cloche, tu vois. Moi, je dirais, elle est trop petite, elle est trop concentrée et trop fermée. Et moi, je me suis dit, en fait, il y a plein d'autres canaux aujourd'hui par lesquels on peut s'exprimer et on peut diffuser la connaissance. Et tout le monde mérite de savoir comment améliorer son expérience client. Et c'est comme ça qu'est né le podcast. Est-ce que tu dirais que le fait que justement la communauté CX, elle est sous cloche, c'est aussi parce que la CX, c'est un peu compliqué et qu'il y a besoin de la simplifier d'une manière ou d'une autre? Moi, je pense qu'on l'a rendu compliqué pour préserver des lignes de revenus. Ouais, c'est possible. Ouais, moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est pas... En soi, il y a plein de gens... T'en dis, l'expérience client, c'est quoi? C'est du bon sens commerçant. Oui, certes, c'est du bon sens commerçant jusqu'à ce que tu atteignes une certaine taille qui n'est plus gérable sous couvert de c'est du bon sens commerçant. Quand tu commences à avoir des collaborateurs, à onboarder des nouvelles personnes tous les trimestres, etc., à externaliser ton service client ou à le confier à quelqu'un d'autre, tu fais des choix, tu es obligé de structurer. C'est dans une boîte, de manière générale, tu structures. Donc, c'est indispensable. Maintenant, non, c'est pas complexe. Et au contraire, moi, je trouve qu'il y a une méthode, tu vois. Et pour avoir interviewé, là, on doit être à plus d'une centaine de personnes. En fait, au bout déjà d'une trentaine d'interviews, surtout sur les projets de transfo, tu comprends qu'il y a une méthode. Tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses qui sont reproduites chez certains clients, qui sont faits ailleurs, qui sont copiés, qui sont collés et qui marchent? Bah ouais, tu vois, typiquement, le dispositif voix du client, c'est quand même un prérequis. Alors après, tu le mets dans ton entreprise de la façon qui est la plus adaptée chez toi, mais en soi, voilà, tu fais une stratégie d'expérience client, une politique client, tu mets en place un dispositif voix du client, et puis après, tu continues de déployer ton plan de transfo, finalement. Donc, voilà, moi je trouve qu'il y a des grands jalons que tu peux suivre pour améliorer ton expérience client. En tout cas, ça va t'embarquer dans 80% de ta transfo, quoi. Non, c'est clair. Et ça, tu le fais du coup avec des clients? Avec tes clients? Alors, ça, je l'explique. Je vais surtout expliquer la méthode. Moi, je ne fais pas. J'explique comment faire. Je vais te donner les grandes étapes. Par exemple, tu me dis, je veux revoir mon dispositif voix du client. Je vais dire, OK, à quoi il ressemble aujourd'hui, machin. Comment est-ce qu'on peut l'amener à quelque chose qui... Exactement. C'est quoi la secret sauce des meilleurs dispositifs voix du client? Et donc, du coup... comment tu peux faire pour atteindre cet objectif. Mais je ne le ferai pas à ta place. Ouais, non, et donc t'es surtout là pour accompagner les gens, aussi leur montrer sûrement des pivots par rapport à ce que tu connais et par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans le marché. On te voit, en fait, je trouve que t'es un peu une exploratrice de la CX, à découvrir aussi des nouvelles solutions pour tes clients, mais aussi pour tout le monde, pour le public. Est-ce que dans cette exploration, tu vois des grandes transformations ou des grandes visions qui sont en train de se dessiner et qui pourraient façonner la CX de demain? Tu vois, j'aime bien ce terme d'exploratrice parce que en fait, ça explique aussi pourquoi je pense on apprécie mon contenu. Parce que du coup, hop, j'ai fait un step back. Tu vois, finalement, je dis, OK, moi à la base, j'y connaissais rien du tout. J'étais entrepreneur, j'avais ouvert des lignes WhatsApp avec les clients d'Air France, etc. J'ai vraiment fait un truc de bisounours, quoi.
Et j'ai grandi en même temps que j'ai appris. J'ai aussi fait des erreurs, évidemment, et je continuerai à en faire, mais je préfère être partisane c'est des personnes qui font plutôt que de faire parfaitement. Tu vois, moi, je livre et puis j'attends pas que ça soit parfait. Donc voilà, les gens apprennent avec moi. Il y a aussi plein de personnes dans l'expérience client qui n'ont pas cette connaissance et qui arrivent comme moi, à des événements, on leur parle de NPS, etc. Ils sont là, oui, tout à fait. Mais encore, on a trop d'acronymes et tout. Et puis, ça nous rend plus intelligents. Mais qu'est-ce qu'on est bête à dire des choses comme ça. Non, du coup, l'objectif, c'est de démocratiser cette discipline et de donner le maximum de tips. Pour en revenir à ta question, du coup, initiale, qui était les grandes tendances, sincèrement, alors, pour moi, ça paraît être... on va dire universel, mais parce que maintenant, je vois en fait tous ces contenus paraître. Les grandes tendances, c'est quoi ? C'est bien évidemment l'intelligence artificielle. C'est aussi, du coup, quelle est la place de l'humain face à l'intelligence artificielle ? Moi, je trouve que les grandes tendances, c'est aussi, moi, je le vois sur CX Advisor, ce qui pop le plus en termes de solutions, et les requêtes qui sont les plus faites, elles sont quand même sur la voix du client et les assistants conversationnels. Donc, j'adore, tu vois, aussi pouvoir analyser toutes les requêtes qui sont faites sur la plateforme. Mais voilà, globalement, c'est les grands sujets d'actualité et c'est ce qu'on voit un petit peu partout. Oui, parce que ça te donne une bonne idée quand même, CX Advisor, de qu'est-ce que les gens recherchent le plus. Exactement. Qu'est-ce qui les intéresse, un peu les sujets du moment, etc. Après, ça dépend du niveau de maturité de ta boîte aussi tu vois, ça dépend. Il y a des gens qui ont commencé à faire de l'expérience client il y a 3-4 ans et qui là touchent aux limites de leurs outils et donc du coup sont en recherche d'outils pour changer et aller vers du plus. Et puis, il y en a, ils sont au tout début de leur transfo. Donc voilà, c'est pour ça, ça dépend du niveau de maturité d'entreprise. Il y a des entreprises qui vont être vraiment dans la construction déjà du processus de la voix du client, et d'autres qui vont avoir sûrement des challenges, par exemple, il y a trop de données, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'avec les discussions que tu as eues avec des experts et des expertes du marché, tu vois et tu fais la différence entre une entreprise qui est vraiment customer-centric et une entreprise qui ne l'est pas ? L'ego. Ou qui pense l'être, un peu, l'ego. Ouais, c'est l'ego quand même, beaucoup. T'en as plein des boîtes qui disent « Non, mais nous, on n'a pas de problème, etc. » Oui, en fait, quand tu regardes les chiffres, c'est pas du tout ça. Ou quand tu leur fais passer des petits tests, moi, je vois très bien sur la partie culture client, tu sais, il y a des boîtes de conseils qui sont vraiment spécialisées en culture client, qui vont leur faire passer des quiz, etc., pour évaluer leur score d'orientation client. Et c'est très drôle de voir leur score versus leurs affirmations. C'est dire, mais en fait, toi, tu crois que tout est acquis et que tout le monde est centré client, mais les indicateurs, ils ne montrent pas ça. Donc, voilà. Donc, l'ego, il joue pour beaucoup. Je pense que dans notre discipline, il faut être quand même extrêmement humble, toujours se remettre en question. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être branché à la voix du client aussi. Moi, je pense que on est assez biaisé par ce qu'on pense être la marque. Justement, il y a une partie peut-être un peu plus douce, un peu plus bonbon, tu vois, marketing. Et ensuite, la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Je reprends un exemple de la SNCF, mais tu peux passer un super trajet avec la SNCF dans ton train, mais dans un autre wagon, ça peut être complètement différent. Totalement. Mais c'est ça ce qui est dur aussi avec l'expérience client. Et c'est vrai que c'est un peu ingrat comme discipline, mais c'est ce qui la rend aussi intéressante, moi, je trouve. Je suis d'accord. Donc, c'est... Je sais plus où je voulais en venir. Non, mais c'est important d'avoir des gens qui sont réellement customer-centric, qui soient humbles, qui peut-être mettent un petit peu de côté leur ego et qui aussi sont à l'écoute de ce que toi, tu peux leur dire, ce que leurs collègues peuvent leur dire, mais surtout ce que leurs clients peuvent leur dire. Mais tu connais ce chiffre de 80% des entreprises pensent délivrer une super expérience client, mais il n'y a que 8% de leurs clients qui sont d'accord. Bon, voilà, là, on a tout dit, tu vois. Et quand je fais une conférence et que j'affiche finalement ce paradoxe sur une énorme slide, ils sont là, mais parce qu'en fait, on est ultra biaisé. On voit à quel point on galère en interne pour choper des budgets, débloquer des ETP, etc. Et donc, on se dit, waouh, je me défonce pour mon boulot et tout. Mais ton client, il attend autre chose, peut-être plus, mais pas sur le même item sur lequel toi, tu as travaillé. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important. Ouais, et est-ce que tu vois l'expérience client comme une méga tendance au même niveau que l'IA, qui peut servir à d'autres choses ? Est-ce que l'expérience client, elle doit se placer... à quelle échelle elle doit se placer sur
tu vois, par rapport à l'IA, mais dans l'entreprise au global. Ouais. T'as une idée de ça? J'ai envie de te dire, j'aimerais que ça soit une tendance comme l'IA parce que du coup, on en parlerait plus. Tu vois, ce serait bien. ça serait un peu plus universel que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Et en même temps, à voir si la bulle, du coup, va éclater de l'IA. Et j'espère que la bulle de l'expérience client, elle, n'éclatera pas. Je pense que c'est une stratégie long-termiste qui doit toucher beaucoup plus d'entreprises, auxquelles les entreprises doivent beaucoup plus s'intéresser parce qu'elle est intéressante pour pérenniser sa boîte. Et on le voit de plus en plus. Une autre stat, c'est qu'il y a 50% par exemple des PDG qui disent s'intéresser à l'expérience client et qui le voient comme une méga tendance. Après, est-ce qu'ils font derrière et est-ce qu'ils appliquent réellement cette tendance? Je pense qu'il y a encore un peu de taf. Non, ils s'en cognent un peu quand même parce que on n'arrive pas toujours à avoir des preuves de succès. Donc ils vont pas forcément débloquer des budgets. Tu sais, c'est bête, hein, mais moi, quand on me dit, OK, j'investis 5% de mon chiffre d'affaires dans l'expérience client, mais sauf que les chiffres qu'on leur montre, c'est qu'ils vont générer 4 à 8% de chiffre d'affaires supplémentaire. Bon, excuse-moi, hein, mais je vais pas cramer des sous pour gagner exactement la même chose derrière. Donc, il faut qu'on arrive à leur prouver que c'est plus que ces 4 à 8%, qu'il y a des effets cumulés, etc. C'est là où c'est plus compliqué. Ça, c'est une problématique que tu as souvent. La partie ROI, expérience client. Alors, que j'ai souvent, généralement, les personnes qui viennent me voir, elles sont quand même déjà un peu convaincues. En fait, je vais avoir vraiment différents niveaux de maturité de clients. Sur les produits digitaux, le podcast, la formation en ligne, on est sur des petites entreprises qui ont un profil, peut-être ont recruté une personne qui a un profil plutôt junior pour s'occuper de ce sujet-là, en plus de missions marketing, qualité, etc. Après, sur la partie coaching, du coup, tu vas plutôt être sur des entreprises qui ont déjà jusqu'à peut-être 10 collaborateurs qui s'occupent de l'expérience client. Et puis après, sur la partie culture client, là, on est vraiment sur s'élever et donc tu as beaucoup plus de ressources. Ça reste encore assez minime pour des entreprises où, je sais pas... Trop minime. De toute façon, très minime. Tu regardes les chiffres. Moi, j'ai un profil marketing à la base. Et donc, du coup, je regarde les requêtes qui sont faites sur Google, sur YouTube, etc. On est clairement sous-coté. Il y a des trucs qui buzzent sur TikTok et sur Insta. Tu comprends même pas pourquoi. Et nous, notre sujet, il buzz pas du tout. Je dis, non, c'est dur, je trouve. Ouais, ok. Mais comment est-ce qu'on règle ce problème ? Comment est-ce qu'on donne aussi aux équipes des outils pour qu'elles évitent d'être épuisées ? Parce que quand tu es tout seul, comme tu viens de le dire, à gérer toute la partie expérience client, à essayer de partager aussi cette connaissance à ton entreprise sans y passer des heures, comment on gère ça ? Pour moi, tu ne peux pas. Si tu es dans cette position-là, déjà, il faut que tu aies l'impulsion managériale. Ouais. Si tu ne l'as pas, tire-toi. C'est mort. Tire-toi parce que de toute façon, tu vas te faire dégager au bout de 2 ans. Ils en auront marre et ils se sont dit, on va faire notre BA, etc. Au final, ça ne marche pas. Donc, il faut une impulsion managériale. Changer une orientation client. Culture. Changer l'orientation de l'entreprise pour qu'elle devienne orientée client, plutôt. C'est long. C'est très très long, c'est une des tâches les plus difficiles que tu puisses faire dans ta carrière. C'est vraiment un projet de transformation intrinsèque dans l'entreprise. Donc il faut avoir les reins solides. Moi, j'aime bien parler d'entrepreneuriat, tu vois, dans l'expérience client, parce que je trouve qu'on touche à tellement de corps de métier. Il faut faire preuve de beaucoup de résilience aussi. Donc, ça me fait penser un peu au quotidien d'un entrepreneur sans nos meilleurs potes, l'URSSAF, etc. Tu vois. Mais en tout cas, il faut être très courageux, très résilient. Est-ce que tu as un exemple d'un projet que tu as pu suivre, qui était au début vraiment aux prémices de ce que peut être une expérience client réussie et que tu as vu grandir au travers là ça fait 4-5 ans plus. Ouais, ça fait un peu plus de 2 ans, tu vois, que j'accompagne des boîtes. Donc j'ai semer les graines. Il y a des boîtes qui vont plus vite que d'autres. Par exemple, tu vois, je vais aider à structurer, à créer en fait des directions de l'expérience client. Et donc, là, elles sont en train d'avoir leur premier dispositif voix du client, à consolider la data pour dire, voilà, maintenant, hop, qu'est-ce que je peux en tirer pour faire mes plans d'amélioration. Donc, oui, il y en a. En tout cas, ce que je vois, c'est il y a des entreprises, par exemple, j'ai accompagné une boîte. C'était assez drôle. Alors,
pour moi, pas pour elle. Mais en tout cas, ils ont voulu lever et ils n'ont pas levé à la valo qu'ils voulaient auprès d'un fonds aux US parce qu'ils n'avaient rien en CX. Ah ouais, ok. Et du coup, le fonds leur a dit, OK, on injecte une partie de ce que vous avez demandé et vous revenez dans 3 ans avec votre programme CX et là, on réinjectera si vous avez des preuves de succès. Mais tu vois, pour eux, c'était vraiment important et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés mis face au mur et donc ils ont fait appel à moi pour structurer un pôle expérience client. Ça, c'est génial. Enfin, je sais que les US, ils ont quand même une vision beaucoup plus structurée de ce qu'est la CX. Par exemple, les grandes entreprises du S&P 500, elles ont le NPS dans leurs indicateurs. Ils ne regardent pas que le chiffre d'affaires, il y a aussi le NPS qui est à côté et qui dit « Ok, est-ce que cette année, on va réussir à garder nos clients, par exemple, parce qu'ils vivent une expérience qui est super chez nous, ou est-ce qu'ils vont aller ailleurs parce que la concurrence, elle est hyper forte, et que du coup, si on ne leur propose pas quelque chose qui est optimal, ils risquent juste de partir. » Bien sûr. Est-ce que ça, c'est un problème qu'on voit encore trop ou pas ? De manière générale, tu as peu d'entreprises qui déjà, point numéro 1, tu as peu d'entreprises qui incentivent sur la satisfaction client, moi je trouve. Et pas sur tous les corps de métier de l'entreprise. Donc ça, il y a une vraie stratégie à adopter et pour moi, tout le monde devrait être incentivé sur la satisfaction client. Et après, il y a bien évidemment les KPI que tu affiches quand tu vas en comité de direction toutes les semaines, que tu fais ton Rex de combien de clients on a onboardé, combien d'ARR, machin, etc. Ben ouais, mais en fait, il est où les gars, le NPS, il est où le CSAT et tout. Et ce qui est fou, c'est que généralement, j'accompagne aussi des boîtes à lancer... j'accompagne des boîtes à structurer leur démarche expérience client. Et une des étapes, c'est tu vas faire ton premier comité expérience client. Le premier comité expérience client, généralement, on retombe très vite dans nos travers, tu vois, dans les projets, etc. Elle est où ta slide là, juste ton opening, avec 3 verbatim positifs, 3 verbatim négatifs, ton NPS, ton CSAT, ta QS, tu vois, en fait. Du basique au basique. Exactement, et mêler face à cette slide à chaque meeting. Et non, ça rentre direct dans les projets, etc. Voilà. Mais on devrait plus. Pour moi, et c'est pour ça que quand tu veux transformer une culture, tu es obligé d'ajouter cette slide en opening de toutes tes réunions et tu te la cognes pendant 3 ans. Obligatoire, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. C'est un peu ta preuve. C'est un peu ta preuve de voilà l'impact que nos projets ont sur nos clients. Et je trouve que montrer des verbatims, et c'est toujours hyper important, pour donner un exemple, mais on le fait aussi chez Fidière, c'est que on monte d'abord les verbatims, on dit voilà réellement ce qui s'est passé, ce que les gens ressentent, et ensuite sur le volume, voilà ce qu'on peut en tirer, voilà ce qu'on peut quantifier. Là, on parle pas mal de KPIs, d'indicateurs. Sur le quali, sur le texte, tu trouves que c'est encore un peu sous-estimé ? Enfin, qu'est-ce que tu vois dans le marché au niveau de la partie quali ? Écoute, moi, je trouve que tu vas avoir des entreprises qui, forcément, elles veulent avoir des chiffres, consolider des indicateurs, donc elles vont avoir une approche très quanti, mais il y a toujours une partie quali. Le problème, c'est qu'elles ont du mal à l'administrer ensuite. En fait, elles la collectent parce que quand tu as fait tes études bien comme il faut, on t'a appris que il faut avoir du quanti et du quali. Maintenant, c'est plus difficile à digérer en interne le quali que le quanti, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'outils comme Fidière, tu vois, clairement. Et je pense, c'est aussi un projet en évolution, c'est-à-dire que quand tu as réussi à mettre en place ton système de la voix du client, par exemple, c'est un peu des étapes qui viennent au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, tu dis, ok, maintenant on va aborder le quali, ce qu'il dit réellement par rapport aux indicateurs, et est-ce qu'on peut les comparer entre eux pour apporter cette couche de, d'accord, là réellement, on arrive à passer de quelque chose qui était biaisé, de l'ego, à quelque chose qui aujourd'hui est hyper fiable par rapport à ce qu'on se fait, et on peut venir améliorer ce processus. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est un projet de long terme, l'expérience client, et donc effectivement, hop, tu fais des petites étapes, tu montes des marches dans ton escalier, et donc ce qui compte, c'est de planter les premières graines, et généralement, quand tu te fais un peu picouser à la CX, hop, t'y prends goût, et donc après, tu continues à monter des petites marches pour te reprendre des petits shoots de CX, et puis tu finis avec des dispositifs voix du client qui sont ultra robustes. Ouais. C'est quoi ta vision pour là, les prochaines années ? Et là, quand je te dis vision, on a parlé un petit peu d'IA.
comment ça transforme aussi la partie CX. Quand tu mêles petites équipes CX, IA, essayer de faire comprendre au management que c'est important de se focus sur la CX. Est-ce que tu vois des transformations au niveau de l'IA qui vont aider à arriver à cette vision que tu as? Pour moi, en fait, les entreprises, elles avaient du mal à accéder à toutes ces données et toute cette stratégie d'expérience client parce que ça coûtait trop cher à l'entrée. Parce que c'est du temps homme et que, jusqu'à preuve du contraire, les hommes, ça coûte très cher. Donc, du coup, ils n'y allaient pas. Maintenant qu'on a l'IA, on va pouvoir accéder à des outils, des fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément avant sans se charger de TP. Donc, forcément, ça va aider plus d'entreprises à rentrer dans notre écosystème. Et ça, c'est génial, moi j'adore, je valide à 100%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les professionnels de l'expérience client qui sont déjà en poste ou, tu vois, même des indépendants qui se sont lancés dans cette expérience-là, qui est l'entrepreneuriat dans l'expérience client. Et bien du coup, on va avoir un peu moins besoin de vous, ou du moins pas de la même façon. Donc il va falloir se rechallenger, se dire, ok, avant ce que tu faisais derrière ton fichier Excel, tes tableaux croisés dynamiques, blablabla, manuel, ça n'existera plus en fait. Donc il va falloir que tu fasses preuve d'un extrême leadership pour aller te confronter au comité de direction et venir porter les sujets et porter finalement les comptes rendus qui ont été générés derrière par des outils. Tu seras face à des humains à devoir prouver que il faut y aller grâce aux outils, aux résultats des outils. J'aime bien cette vision du leadership. Enfin, si ça fait longtemps que tu es dans la CX ou même si tu es nouveau dans la CX, que tu as les outils pour le faire et comprendre, par exemple les gens qui te suivent et qui sont intéressés par ce domaine, ça va devenir... Je ne vais pas dire indispensable, mais ça va devenir hyper important d'avoir ce mode de fonctionnement. Est-ce qu'il y a une autre capacité, mais qui est un peu sous celle du leadership, que tu trouves importante? Par exemple, de s'intéresser à ce qui se fait dans le marché? En même temps, ça va mettre un peu dans la merde si tu le fais pas. Ça évolue tellement vite. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que ça évolue tellement vite qu'il y a plein de nouveaux outils qui apparaissent. Que c'est compliqué aussi de faire des choix par rapport à ce que tu veux mettre en place, par la vision de l'entreprise, par ce que te demandent tes managers. Je sais pas, tu vois, si va y avoir une grosse fusion de tout ce qui est fait aujourd'hui, ou est-ce que ça va plutôt se différencier, on va avoir des expériences clients qui vont être hyper différentes. Est-ce que t'as une idée de ça? Moi, je dirais qu'on va avoir des expériences clients donc, qui vont être sur mesure, donc très différentes en fonction de l'ADN de la boîte et en fonction du client. Donc, on n'aura pas tous la même expérience. On aura beau aller au même resto, tu vois, à Lille, peut-être qu'on n'aura pas le même parcours client en soi. Et je trouve que c'est ça ce qui est chouette et en même temps ce qui va être hyper challengeant. Je dirais, ça reste un peu de l'humain quand même. Du coup, c'est ce qui va nous rester finalement, parce qu'on va mettre en automatisation et sous IA, enfin, quand on parle d'IA ou de digital de manière générale, toute cette brique-là va être prise par des outils et puis il restera l'humain à la fin en frontal, face au comité de direction, face aux clients et dans la personnalisation de chacune des interactions. Et comment dans cette sphère, toi, tu vas continuer à évoluer, j'espère. Comment tu vois ton rôle dans une sphère où l'expérience client est devenue un peu la norme est-ce que tu veux continuer à aider, à simplifier, à rendre autonome des personnes qui travaillent dans cette sphère, ou est-ce que tu te vois un petit peu pivoter vers autre chose? Peut-être que tu n'y as pas réfléchi encore, je sais pas. Je t'avoue que pour moi, c'est pas du tout la norme, en fait. Ouais, ok. Donc, sinon, je gagnerais beaucoup plus d'argent que ça. Du travail. Ouais. Donc, non, il y a beaucoup de travail. Sinon, alors, je gagnerais plus d'argent, mais aussi, j'aurais beaucoup plus d'abonnés sur toutes les plateformes que je target moi. Donc non, il y a encore un grand chemin à faire. Et clairement, pour moi, c'est comme si tu veux, j'avais commencé à tracer une voie. Et généralement, si tu m'as jamais vu sur une piste de karting, quand j'ai une trace, tu peux te mettre en travers de ma route ou pas, je fonce. Donc je vais poncer clairement la trajectoire que j'ai commencé à tracer. T'as des projets là pour la suite? Ouais, très cool sur 2026, j'ai hâte d'y être. Ouais. Tu vois, j'ai validé ça il y a quelques semaines, mais
il y a quelques années, j'ai dit autour de moi, oui, j'aimerais bien écrire un livre et tout. Et du coup, ouais, là, il y a quelques semaines, j'ai validé le projet. Donc, génial. À Noël, je pourrais annoncer que ça va arriver, parce que tout le monde s'était foutu de ma gueule à l'époque. Tout le monde avait rigolé, genre la nana va écrire un livre. Bah ouais, et ouais. Auteur. Donc là, c'est en train d'arriver. Et donc, j'espère qu'à Noël prochain, je pourrai l'offrir à tout le monde. T'as tellement de casquettes. Podcasteuse, créatrice de contenu, maintenant auteur. Auteur, autrice. Tu sais pas encore. Non, c'est très intéressant. Est-ce que t'as aussi un rôle de speaker? Ouais. Tu fais beaucoup d'interventions Ouais, que ce soit des live. Conférences, des ateliers, des masterclass, ça dépend de quand est-ce qu'on a besoin de moi. Tu vois, cette semaine, du coup, j'étais... Comme je disais, j'étais chez Manpower, j'étais chez BPCE. Pareil, ça, c'est des prestations... c'est des interventions que je fais en présentiel. Ça, j'adore. C'est à la fois énergisant et à la fois énergivore. Ouais, j'imagine. Mais c'est top de rencontrer les équipes et puis de passer derrière le digital, parce qu'effectivement, moi, les gens me connaissent beaucoup à travers leur écran. Les réseaux, mais effectivement, j'existe dans la vraie vie. Tu sais qu'il y a des fois, il y a des gens genre... Vous pouvez rencontrer Marine Deck. Elle existe pour de vrai. Mais ouais, je ne suis pas un avatar. Et j'ai vu aussi que tu allais faire quelque chose avec Genesis là sur les étapes je crois de l'IA, c'est ça? Alors oui, effectivement, c'est le 16 décembre qu'on fait un webinaire avec Genesis sur l'orchestration de l'IA dans l'expérience client. Ils ont bossé sur 5 niveaux de maturité. Et donc du coup, on présente les boîtes qui sont déjà au niveau 4, parce que le 5 n'est pas encore live finalement, c'est le turfu, tu vois. Donc ouais, ça va être chouette. J'adore collaborer aussi, tu vois, avec ces marques qui ont un champ d'expertise très vaste, parce que c'est top d'aller voir des entreprises, la SNCF, Manpower, BPCE et tout, moi j'adore, mais c'est aussi chouette de pouvoir bosser avec les providers, parce qu'ils ont une expertise de ma boule et ils voient des use cases à l'international de dingue. Alors voilà, c'est top de pouvoir accéder à tout ce contenu et de venir le restituer moi à ma communauté. Et je pense qu'il faut s'appuyer aussi dessus, c'est des technologies, c'est des gens qui passent leur temps à bosser sur des techs autour de la CX. Là où des entreprises ne vont pas avoir forcément le temps de le faire pour elles. Donc externaliser aussi, ça fait son sens. Ah mais totalement. Et puis en fait, c'est que ça prend beaucoup de temps de rester en veille. Tu vois, on disait tout à l'heure, je dis faut qu'il reste en veille. Évidemment, il faut rester en veille, mais sauf qu'on sait à quel point ça prend du temps de faire de la veille. Et donc, c'est pour ça que leur expertise, du coup, elle doit être plus valorisée et plus mise en avant. Ils ne sont pas là simplement pour nous vendre des trucs. Ils ont des vrais savoirs à nous partager sans forcément qu'on ait besoin de valider un bon de commande derrière. Tu vois. Mais même si tu as envie de suivre, par exemple, toi, sur les réseaux sociaux, moi, j'apprends énormément de choses par ton contenu. Merci. Non, je trouve ça c'est hyper intéressant. Ça nous permet aussi d'apprendre tout ce qu'il y a autour de la CX. Et ça, tu l'as j'imagine aussi des discussions avec des experts et tes recherches. Donc ça, c'est très sympa. Est-ce que tu as un principe ou un mot que tu aimerais partager autour de l'expérience client? Je pense que revenons au basique, tu sais, à ces phrases qu'on nous a répétées depuis qu'on est en études supérieures. Mais c'est très important de se rappeler que fidéliser, ça coûte moins cher qu'acquérir. Et ça, c'est la base. Et c'est pour ça qu'il faut absolument investir dans l'expérience client, parce que les coûts d'acquisition sont tellement en hausse qu'on a tout intérêt à opter pour cette stratégie qui, du coup, n'est pas encore la stratégie de la majorité des entreprises. Donc, c'est aussi le moyen d'être le premier à aller se différencier sur cet axe-là, qui est difficile, mais qui est pérenne. Et plus tu auras planté tes petites graines avant les autres, plus ta plante, elle sera très très grande quand eux, ils vont commencer à se dire « Ah tiens donc, est-ce que je ferais pas ça ?» Exactement. Ouais les gars, fallait y penser avant. Donc prenez de l'avance et partez simplement de ce principe, acquisition versus fidélisation. Et donc, comment je fais pour avantage compétitif. je fais pour générer plus de fidélisation? Satisfaction client. Et ça, il y a des pays qui l'ont compris, mais pas tous. Pas encore tous. On a encore du taf. On a encore du taf.
Heureusement pour nous, et en même temps, ça a été un peu orchestré, tu vois, moi je trouve. Mais c'est pas grave, justement, il faut ouvrir les chakras et donner la possibilité à toutes les entreprises d'investir dans l'expérience client et pas leur envoyer des devis à 200K pour commencer à mettre en place un plan de transfo parce que ils ont pas non, 200K. ce serait trop complexe. Et trop cher. Et trop cher, et oui, beaucoup trop cher. Ok, super. Merci beaucoup, Marine. Avec plaisir, Baptiste. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous noter sur les plateformes ou à en parler autour de vous. À bientôt.